Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Afrique Midi. Voici les principaux titres de ce journal. Les négociations intermaliennes à l'ordre du jour au Burkina Faso. Les autorités maliennes et le MNLA ont débuté les pourparlers pour un accord il y a 10 jours. Nous aurons en ligne notre correspondante Caroline Tuina-Ouaré pour parler de l'état d'avancement de ce dossier. Le pire pays pour être mère, il s'agit de la République démocratique du Congo, selon une étude de l'ONG Save the Children. Dans le pays, l'accouchement tue 15 000 femmes par an, soit une femme qui meurt toutes les 30 minutes, et un enfant sur 6 meurt avant l'âge de 5 ans. Ouvertes le 8 juin dernier à Ouagadougou, les négociations intermaliennes sont sur le point d'aboutir à un accord. Représentants du gouvernement malien et des mouvements armés sont actuellement en train d'apporter la dernière touche au document devant permettre le retour de l'armée et la tenue de la présidentielle à Kidal. Pour en parler, nous avons en ligne depuis Ouagadougou notre correspondante Caroline Tuina-Ouaré. Bonjour Caroline, est-ce que l'accord tant attendu a été signé ? Alors bonjour Nabou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Alors pour le moment l'accord n'a pas encore été signé, Nabou, actuellement c'est toutes les négociations, mais l'ambiance actuelle laisse présager que les choses se déroulent bien dans l'ensemble. Actuellement il faut dire que les deux parties concernées sont en place aussi bien avec la médiation burkinabé bien sûr. Et pour vous dire un peu l'ambiance qui prévaut à cette rencontre, nous avons rencontré par exemple le représentant du gouvernement malien dans l'ascenseur bien sûr qui était pressé en train d'aller dans la salle des négociations. Alors il s'est dit plutôt satisfait sur le déroulement actuel des négociations. Il a même qualifié la situation de je suis très avancé sur les amendements proposés. Alors ça veut dire un peu qu'on est bien parti pour aboutir enfin à un accord. Et donc voilà l'ambiance qui prévaut à cette rencontre. Et juste préciser que si tout se passe bien, l'heure qui a été communiquée à la presse pour assister à cet accord, c'est 15 heures à la présidence du Faso. C'est une heure qui a été communiquée par la direction de la communication de la présidence du Faso. Nabou Touré, voilà un peu l'ambiance qui prévaut à ces négociations. Donc pour me résumer, on est bien parti pour aboutir à cet accord et c'est prévu pour 15 heures à la présidence du Faso. Eh bien, merci Caroline et certainement à ce soir pour plus d'informations sur ce sujet. Tout à fait. Bonne suite du journal à vous. 1 mois et 10 jours précisément de la présidentielle malienne justement censée se tenir sur toute l'étendue du territoire. On estime à 4 millions le nombre de Maliens de la diaspora et à l'approche de l'échéance, les questions restent nombreuses dont justement le vote des Maliens de l'étranger. À ce sujet, on écoute le ministre des Maliens de l'extérieur, Dema Traoré. Le processus du RAVEC a été lancé il y a plus de 3 ans et c'est un processus qui consistait à faire un recensement à vocation d'état civil et sur la base de ce recensement, il était prévu qu'on extrait un fichier biométrique pour les besoins des élections. Ce processus, malheureusement, n'avait pas pu prendre fin à un moment donné. Avec la crise que nous avons connue, nous avons une estimation de 4 millions de Maliens à l'étranger. Alors, sur ces 4 millions établis à l'étranger, nous avons, comme je l'ai dit, 250 000 Maliens de l'étranger inscrits sur le fichier biométrique. C'est le 16 juin 1976 qu'a eu lieu le massacre de Soweto. Il a fait 23 morts selon un bilan officiel et selon un autre 500. La plupart des morts ont été tués d'une balle dans le dos. C'était lors d'une marche d'adolescents qui a été réprimée violemment par le régime de l'apartheid. Le 16 juin a été commémoré en Afrique du Sud comme chaque année, mais avec cette fois des pensées pour Nelson Mandela, hospitalisé depuis plus de 10 jours pour une infection pulmonaire. Soweto, 16 juin 2013. L'ancien township a été le théâtre il y a 37 ans d'un massacre qui marqua un tournant dans la lutte contre l'apartheid. Ce dimanche, des marches étaient organisées comme chaque année pour commémorer ce jour où des centaines de collégiens et de lycéens sont tombés sous les balles de la police. Ils manifestaient alors contre l'imposition de la langue afrikaans dans l'enseignement. Les jeunes de Soweto avaient aujourd'hui une pensée particulière pour Nelson Mandela, toujours à l'hôpital entre la vie et la mort. Un ancien camarade de lutte est venu commémorer le soulèvement.
Ahmed Kathrada a été condamné à la prison à vie en même temps que Mandela lors du procès de Rivonia et interné à Robben Island. Il se fait le porte-parole de son ancien co-détenu. Il a toujours dit qu'il était un individu, mais qu'il faisait partie d'un collectif de dirigeants. C'est très important. Il est lié à une politique et cette politique reste. Les commémorations du 16 juin rappellent aussi que Nelson Mandela n'est pas le seul héros de la lutte anti-apartheid et que des milliers de Sud-Africains se sont sacrifiés pour la liberté. Comme Hector Peterson, cet adolescent de 13 ans tué par la police, dont la photo a fait le tour du monde. L'indignation qu'a provoqué ce massacre a poussé la communauté internationale à prendre des sanctions contre l'Afrique du Sud. Ce fut le début de la fin pour le régime d'apartheid. Cette femme était là le 16 juin 1976. Voilà ceux qui ont permis que Madiba sorte de Robben Island. Le 16 juin a été décrété journée nationale de la jeunesse. Même si un jour Nelson Mandela n'est plus là, son combat continue. Tout autre sujet maintenant, l'école d'état-major de Libreville a reçu le président ivoirien. Alassane Ouattara a assisté hier à la cérémonie de baptême et de sortie de la 12e promotion des officiers, promotion dont il est le parrain. Il a appelé chacun des diplômés à se dévouer corps et âme à la défense de leur patrie, le Gabon. Forte d'un effectif de 18 nationalités, la promotion Alassane Ouattara a choisi son illustre parrain pour ses qualités, mais surtout pour les valeurs de paix et de solidarité qu'il a toujours su prôner. En effet, le choix porté cette année sur votre illustre personnalité s'appuie sur votre qualité de grand homme d'État du continent qui s'inscrit dans la recherche, la promotion et la sauvegarde, le maintien de la paix, tant dans l'ordre intérieur de votre pays que par votre précieuse implication dans les nombreuses crises qui entravent le développement de l'Afrique. Établissement national à vocation régionale, l'école d'état-major de Libreville est une structure de référence. Elle bénéficie du soutien de la France. Les officiers ici sont formés à la gestion en situation réelle des missions d'état-major. Une formation et des atouts pédagogiques que les filleuls du président Alassane Ouattara sont désormais appelés à mettre en pratique sur le terrain dans leurs états respectifs. Vous avez choisi le métier des armes. Nul autre que vous le connaissez, la noblesse de ce métier. En le choisissant, vous acceptez le risque de sacrifier vos vies pour l'intérêt de vos pays respectifs. Mes chers filles, le port de l'uniforme militaire est un sacerdoce. C'est pourquoi je vous exhorte à faire vôtre les vertus militaires que sont le sens de l'honneur, la fidélité, le courage et le don de soi. Placée sous la tutelle du ministère de la Défense nationale, l'école d'état-major de Libreville aujourd'hui vit un moment particulier de son histoire. Un instant immortalisé par cette photo de famille qui marque la boucle de l'année académique 2012-2013. La Chambre des comptes de la Cour suprême du Cameroun doit se conformer d'ici le 20 décembre aux directives de la CEMAC. Et depuis hier, ces textes sont examinés par la direction chargée du contrôle externe des finances publiques dans un atelier qui va durer jusqu'à jeudi. Et pour mener à bien ces missions, la Chambre des comptes entend se doter d'un cadre juridique plus adapté aux normes internationales. La CEMAC n'attend plus que le Cameroun. Au plus tard, le 20 décembre 2013. Le Cameroun qui doit se conformer, comme les autres États membres, aux directives CEMAC. Le traité révisé de la CEMAC ainsi que les directives qui ont été prises en décembre 2011 demandent que tous les États membres de la CEMAC instituent des cours des comptes nationales. Et au jour d'aujourd'hui, parmi les 6 États de la CEMAC, celle du Cameroun est attendue. Il y a l'exigence de la CEMAC, mais aussi de lacunes. On a eu à constater que le texte avait des erreurs, des ambiguïtés, des insuffisances. Il était donc bon d'en prendre connaissance.
Le texte en question, c'est la loi numéro 2003/005 du 21 avril 2003 fixant les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la Chambre des comptes de la Cour suprême. Relu, modifié, validé, ce projet de loi doterait la Cour des comptes d'un cadre juridique lui permettant de jouer pleinement son rôle de juge des comptes des comptables publics, son rôle d'assistant du Parlement et du gouvernement dans le contrôle des lois de finances, sa fonction d'auditeur des administrations et du secteur public et parapublic. La Cour des comptes a deux autres attributions, le contrôle des deniers publics alloués aux partis politiques et la réception des déclarations des biens et des avoirs prévus par la Constitution. Les centres monétiques régionaux du Nigeria, du Ghana et du Cap-Vert veulent franchir une nouvelle étape dans le renforcement des échanges commerciaux au sein de la CEDEAO. Le GIM-UEMOA, groupement interbancaire monétique de l'Union économique et monétaire des États d'Afrique de l'Ouest, appuyé par la Banque mondiale, veut intégrer ces centres dans le cadre d'une plateforme de paiement transfrontalier. La première phase de ce projet devrait être opérationnelle d'ici juin 2014. Un atelier, une rencontre se tient sur la question à Dakar au Sénégal. 2 jours de réflexion sur les thématiques liées à la réglementation, aux aspects opérationnels et de rentabilité, aux besoins des consommateurs et surtout de la gouvernance à l'échelle sous-régionale, ont permis de définir une feuille de route vers la mise en place de cette plateforme de paiement transfrontalier au sein de l'espace CEDEAO. Nous avions convenu qu'il fallait procéder, comme il y a des centres qui existent aujourd'hui, il fallait dans une première phase regarder comment on peut interfacer les centres monétiques régionaux. Et ça, je pense qu'à horizon fin du premier semestre 2014, on pourrait finir ça. Une fois que cette partie-là est terminée, parallèlement, les banques centrales vont réfléchir sur la problématique de règlement des transactions. Une fois que nous allons finir cette première phase, ça veut dire qu'il est possible d'intégrer les zones. L'ambition du groupe interbancaire monétique est d'avoir un marché plus unifié en intégrant les centres monétiques du Nigeria, du Ghana et du Cap-Vert. La Banque mondiale, facilitatrice de cette rencontre, entend appuyer davantage l'initiative. Deuxième chose, évidemment, c'est un appui financier que nous allons apporter pour supporter un peu le processus, pour faire des voyages d'études et de compréhension. Évidemment, nous allons faire des rapports, intervenir évidemment avec les autres bailleurs de fonds pour pouvoir augmenter les besoins en financement dont nous aurons besoin. Évidemment, nous avons aussi finalement l'augmentation des capacités. L'objectif que nous nous sommes fixés, c'est que d'ici le mi-2014, d'avoir au moins opérationnel la première phase du projet. Donc, ce qui veut dire que d'ici juin 2014, nous pourrons avoir déjà de l'intertransférabilité et l'échange monétaire en utilisant une plateforme telle que GIM-UEMOA ou NIPS à travers les 15 pays de la sous-région. La CEDEAO couvre un marché de 300 millions de consommateurs. Il faut donc aller chercher leurs besoins. Les participants ont retenu la nécessité d'aller vers la mise en place de cette plateforme pour renforcer les échanges commerciaux et l'intégration au sein de l'espace sous-régional. On termine en République démocratique du Congo, considéré comme étant le pire pays pour être mère, selon l'ONG Save the Children. L'accouchement tue environ 15 000 femmes par an et un enfant sur 6 meurt avant l'âge de 5 ans. Le gouvernement et des partenaires viennent d'engager un plan de lutte contre la mortalité maternelle et infantile. Ces femmes sont en danger. Porter un enfant en République démocratique du Congo, plus que partout ailleurs, met en péril les futures mamans. Toutes les 30 minutes, l'une d'elles meurt en couche. Annie a eu un peu plus de chance. Les complications sont dues à la négligence du personnel qui m'a reçue dans le petit hôpital. L'enfant était en souffrance dans mon ventre car la poche des os s'était rompue. J'ai été transférée dans un centre de santé bien équipé. C'est ainsi que j'ai pu accoucher par césarienne. Au total, plus de 15 000 femmes par an décèdent pendant ou après l'accouchement. La cause principale des décès, c'est l'hémorragie du postpartum. Les femmes meurent à cause de cette hémorragie-là. Et d'autres causes, principalement dans nos milieux ici, c'est la dysgravidie, l'hypertension gravidique, qui a aussi des complications qui peuvent amener que la femme peut en décéder. Pour les enfants, la situation est encore plus préoccupante. 465 000 d'entre eux meurent avant l'âge de 5 ans. Un des taux de mortalité infantile les plus élevés au monde après ceux de l'Inde et du Nigeria.
Pour combattre ce fléau, le gouvernement, grâce à différents partenaires internationaux qui apportent 40 millions de dollars, a lancé un plan national pour renforcer le système de santé. Le but, réduire d'un tiers la mortalité maternelle et sauver 430 000 enfants d'ici 2015. Voilà, c'est la fin d'Afrique Midi. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est ce soir à partir de 19h45 pour Afrique Soir. À demain à midi.